Donc, on est présentement avec mon amie Anne-Marie Harel-Dubois. Ça fait à peu près 8 ans qu'on se connaît. On s'est connus dans un podcast qu'on animait ensemble. On a juste une vie, juste pour faire une petite plug. On roule encore. On roule encore. Ben, moi, je suis là comme très rarement, mais des fois. Mais je sais pas si on devrait le plugger parce que Narf, il veut être comme, tu sais, il veut être dans l'eau. C'est son hobby. Il veut pas être trop populaire. Je pense que c'est correct. Ça peut pas faire de mal. Donc, Anne-Marie a une maîtrise en neurobiologie de l'UQTR, l'Université du Québec à Trois-Rivières. Et maintenant, tu es assistante de recherche à l'Institut universitaire en santé mentale Douglas. À Verdun, à Montréal. À Verdun, à Montréal. Qu'est-ce qui se passe présentement à l'université en santé mentale Douglas? Au centre Douglas, il se passe bien des affaires. On est on est un centre de recherche surtout en psychiatrie puis en neuro, donc il se passe vraiment plein d'affaires. Mais dans mon laboratoire, au laboratoire du docteur Michael Meany, qui est affilié à l'Université McGill, mais notre centre de recherche est au Douglas. On étudie beaucoup la santé mentale périnatale, donc la santé mentale des femmes enceintes, en fait, avant la grossesse, après la grossesse, et l'impact que ça a sur les enfants à long terme, donc sur les enfants jusque dans l'âge adulte. L'impact que ça peut avoir, on n'y pense pas toujours, la dépression et l'anxiété pendant la grossesse, puis après la grossesse aussi. Juste pour être sûr, périnatal, ça veut dire... Avant puis après. Avant et après, OK. Ouais. Donc, il n'y a pas comme, tu sais, c'est avant la grossesse, donc avant qu'une femme tombe enceinte? Non, pendant. Avant et après l'accouchement, dans le fond. Mais on commence à étudier sur le avant la grossesse aussi, puis il commence à avoir des effets intéressants, ouais. Okay. C'est peut-être dans les perspectives plus récentes, là, mais... ouais, tout ça, on s'imagine pas à quel point ça peut être important, notre santé mentale, puis les effets biologiques que ça a aussi, parce que, tu sais, l'anxiété et la dépression, là, c'est pas... Oui, c'est dans notre tête, là, mais c'est pas juste... C'est vraiment des maladies. C'est vraiment des maladies qui affectent les neurotransmetteurs de notre tête, la relâche d'hormones dans notre corps, dans notre flux sanguin. Donc, pour les femmes enceintes, ben le flux sanguin de la mère est un peu connecté au bébé via le placenta. Puis il y a des choses qui passent à travers le placenta, comme les hormones de stress, par exemple, vont passer à travers le placenta et vont affecter le développement du fœtus. Donc, c'est pour ça que c'est super important, la santé mentale de la mère pendant la grossesse. Puis après la grossesse, ben là, on parle des soins qui sont donnés au bébé, on parle des exemples qui sont donnés au bébé dans sa vie de tous les jours, les comportements qu'il peut reprendre, par exemple, ou juste la qualité des soins, la proximité entre la mère et l'enfant aussi. Tout ça, c'est des choses parce que, évidemment, un bébé, c'est une éponge. Hein. C'est une éponge face à tout son environnement. Il va absorber toutes les interactions que le bébé a avec l'environnement vont laisser une empreinte sur son développement nerveux, sur son développement cérébral. Donc voilà, tout ça, tout ce qui se passe pour un bébé de ce jeune âge-là, par exemple, quand la mère ne va pas bien, et on parle souvent de la dépression postpartum parce que c'est quand même courant. On n'aime pas ça beaucoup en parler, c'est comme un tabou, mais tu sais, la dépression en général, c'est un tabou dans la société, tu sais, oh non, c'est dans ta tête, passe par-dessus, ça va passer, mais c'est une vraie maladie qu'il faut traiter. Puis la dépression postpartum, ben, c'est la même chose. C'est une vraie maladie qu'il faut traiter, puis il faut arrêter de passer ça en dessous du tapis. Ou de juste pas en parler parce que c'est tabou, parce que les femmes enceintes devraient donc être heureuses, puis satisfaites, puis joyeuses, puis on voit l'arrivée d'un enfant comme quelque chose de tellement, tellement joyeux. Mais ça peut venir justement avec la dépression, puis c'est pas parce que la mère est pas contente d'avoir un bébé, tu sais, c'est pas ça, tu sais, c'est vraiment c'est une maladie, c'est un problème, c'est un débalancement neuronal dans la chimie du cerveau. Et puis, ben, tout ça, ça peut avoir des impacts à long terme sur l'enfant. Donc, oui, à l'Institut Douglas, en ce moment, on travaille beaucoup là-dessus. On étudie beaucoup ça. Autant chez l'humain, chez des cohortes humaines qu'on a à Montréal ou avec des collaborateurs un peu partout à travers le monde, ou sur les animaux. Donc, on a des modèles animaux
de soins maternels. On fait des études multigénérationnelles. On fait des études d'adoption aussi. Parce que, bon, avec les animaux, c'est pas mal plus facile. Il y a pas mal plus de choses qu'on peut faire avec ça, puis qu'on peut venir étudier de façon beaucoup plus pointue là, ce qui se passe dans le cerveau, la signalisation génétique, la signalisation hormonale, etc. On peut venir tout étudier ça au moment où on veut dans le développement fœtal et dans le développement de l'enfant aussi. Fait que... voilà. Il y a beaucoup de stock, là. Oui. Par où qu'on commence? Intéressant. Par où tu veux commencer? Ben, tu me parles de ça, puis je viens juste d'y penser, là, parce que mon cerveau travaille de manière mystérieuse. Ça me fait penser un peu... J'ai pas le terme en français, mais souvent, quand on parle de développement, on parle de nature versus nurture. Oui. Et c'est comme vous êtes en plein là-dedans, tu sais. Est-ce que c'est la nature, genre la génétique, ou le nurturing, l'environnement, qui a des effets sur comme le développement de l'enfant, etc. Mais c'est jamais ni l'un ni l'autre, vraiment. Non, c'est ça. C'est ça qu'on essaie de démêler. Beaucoup au laboratoire, je te dirais, c'est vraiment beaucoup ça qu'on essaie de démêler. Et bien, comme tu dis, c'est jamais ni l'un ni l'autre. C'est toujours les deux ensemble. Puis on essaye de trouver... OK, mais quand c'est les deux ensemble, tu sais, c'est quoi puis quoi? Ou juste, tu sais, qu'est-ce qui fait qu'il y a des enfants qui s'en sortent mieux puis il y a des enfants qui s'en sortent moins bien? Parce que aussi, c'est pas vrai que des mamans déprimées vont donner des bébés déprimés à tous les coups. Absolument pas. Comme c'est pas vrai que des mamans non déprimées vont donner des bébés qui auront jamais de dépression de leur vie à tous les coups. Ça non plus, c'est pas vrai. Fait que, qu'est-ce qui se passe, tu sais? Donc, c'est beaucoup ça qu'on regarde. Puis, ben, la réponse, c'est beaucoup des interactions génétiques avec des interactions environnementales. Donc, l'environnement, soit l'environnement fœtal, donc durant le développement fœtal, soit l'environnement au début de la vie. Donc, quand l'enfant est encore très, très... comme je disais, le cerveau de l'enfant est très, très plastique pendant une bonne période. Donc, il est capable de prendre plein de... Là, j'ai juste des inputs dans la tête. Là, capable de recevoir plein d'informations pendant sa croissance. Puis ça cristallise un peu des fonctions cérébrales, des circuits. Oui, voilà. Exactement. Donc, tout ça, oui, c'est tout ça. Mais voilà, donc il y a des circuits qui sont déjà là grâce à la génétique. Oui, des fois, il y a des vulnérabilités qui sont déjà là face à la génétique. Puis ce qu'on voit souvent, c'est que ces vulnérabilités génétiques-là vont peut-être pas se déclarer si l'environnement est toujours favorable, mais les vulnérabilités génétiques vont se déclarer si l'environnement est défavorable. Donc, que ce soit l'environnement fœtal ou au début de la vie. Ouais, rendu là, on rentre dans des considérations épigénétiques, puis ça, c'est un peu plus tard pour la discussion. T'sais. Quand tu veux. Quand je veux. All right. On l'a dit au début, hein, beaucoup de stock. Je voulais juste dire, avant de continuer, c'est ça, tu l'as mentionné, mais je voulais juste comme m'assurer que j'ai comme bien compris. C'est que moi, j'ai toujours eu l'intuition que nature versus nurture, c'est toujours comme un mix des deux, mais c'est jamais le même mix pour chaque personne. C'est ça l'affaire. Ben non, on est tous différents. Ouais. Ça fait tu vas avoir certaines prédispositions génétiques qui vont te donner certaines, on va dire, comme faiblesses, entre guillemets, ou certaines susceptibilités à, mettons, certains stimuli. Puis ça se peut que tu les rencontres dans ton développement ou non. Exactement. Donc, comment est-ce qu'on étudie ça? En posant vraiment beaucoup de questions. Je dirais les études humaines, on fait ce qu'on peut en posant énormément de questions là, sur... mais les études les plus... qui donnent les meilleurs résultats, je dirais, c'est les études longitudinales, donc pendant lesquelles on suit les mères qui sont enceintes, puis on fait on vérifie leur santé mentale à plusieurs stades durant la grossesse, puis après l'accouchement. Donc, ça nous permet d'avoir... parce que quand on pose des questions, là, par exemple, à des cohortes humaines pour avoir des informations sur leur santé, d'avoir des informations sur les circonstances qui sont déjà arrivées, ben c'est pas facile de toujours se rappeler avec exactitude exactement quand tu t'es senti déprimé il y a 4 ans. Fait que l'idéal, c'est vraiment d'avoir... donc, c'est ce qu'on fait avec plusieurs cohortes. Là, on a fait avec la cohorte Maven, Maternal Adversity, à Montréal.
Et on a une cohorte à Singapour aussi, donc sous le Dr Mini aussi, où on a recruté des femmes enceintes. Puis c'est ça, on a pu les voir régulièrement pendant la grossesse et après la grossesse pour leur donner des questionnaires de comment elles se sentent maintenant, en fait. Là. Donc au moment où on les rencontre, c'est quoi leur état mental, leurs émotions, leur humeur, en fait. C'est plus voir l'humeur. Puis après ça, ben c'est ça, on peut suivre... On suit avec ces femmes-là l'état de la grossesse, l'état de l'accouchement, donc toutes les données comme la grandeur et la taille du bébé à la naissance, parce que tout ça, c'est étonnamment important, la grosseur des bébés à la naissance, puis ensuite la croissance et le développement cognitif de l'enfant. Puis on continue à demander à la mère... qu'est-ce qui se passe dans sa vie, son humeur régulièrement à différents points. Puis aussi, c'est super important de ramasser des informations sur le statut socio-économique de ces femmes-là, si elles vivent dans la pauvreté, si elles ont de la misère à acquérir de la nourriture. Puis aussi sur le statut social, relationnel, donc est-ce qu'il y a un père, est-ce qu'il y a plus de père, est-ce qu'il y a eu un divorce, à quel moment, etc. Parce que tout ça, ça a aussi énormément d'impact sur le développement émotionnel de l'enfant à un très jeune âge, la discorde dans la famille, etc. Fait que tout ça, c'est super important. Puis ce qu'on va faire, là, généralement aussi, c'est récupérer des échantillons biologiques pour aller vérifier, parce qu'on peut pas vérifier la génétique sans avoir un petit échantillon biologique à quelque part. Puis celui de l'enfant et celui de la mère. Parce que l'enfant, aussi, ce qui est super intéressant, c'est que l'enfant, ce n'est pas un clone de la maman. Il y a aussi la moitié de ses gènes, c'est ceux du père. Puis, donc, c'est des vulnérabilités génétiques qu'on parlait plus tôt peuvent être transmises par un père que lui, qu'il soit présent ou pas, tu sais, il va avoir transmis sa génétique, donc il peut avoir transmis des vulnérabilités qui, ensuite, comme on disait, si on les perd avec des problèmes, avec des incidents, avec des choses qui se passent pas tout à fait bien durant le développement, mais c'est là qu'on peut développer quelque chose. Puis c'est ça, cette vulnérabilité génétique-là, ben, elle venait peut-être pas nécessairement de la maman. Ces études-là qui sont longitudinales durent depuis combien de temps? Donc, Maven, à Montréal, le projet d'adversité maternelle, on va le traduire vite comme ça. C'est un projet qui est fini, malheureusement, donc vous pouvez plus participer, mais on a suivi les enfants jusqu'à 12 ans. Donc, le projet en tant que tel a duré, ben, là, avec toute la préparation puis avec tous les résultats qu'on a eu à compiler et qu'on étudie encore, les résultats de la cohorte Maven à Montréal, on les étudie, c'est MAVAN, si jamais vous voulez chercher des articles là-dessus. On est encore en train d'étudier un paquet de trucs parce qu'il y a tellement de données qu'on a récupérées en 12 ans, mais le total a pris peut-être à peu près 15 ans, le temps de préparer puis de recruter les mères pendant la grossesse. Puis c'est ça, on a suivi... c'est un super beau projet parce qu'on a fait des études d'imagerie cérébrale en imagerie par résonance magnétique. On a fait des études comportementales, on a récupéré plein d'échantillons biologiques. Donc c'est ça, là, je parlais de la... Oui, je suis partie, hein. Échantillons biologiques, je parlais de l'ADN. Mais aussi, on aime bien étudier le cortisol, qui est l'hormone du stress, que je vais sûrement parler plusieurs fois. Là. OK, parlons de stress. Parce que l'anxiété et la dépression, c'est beaucoup relié au stress. Fait que juste vite, il existe 2 hormones du stress. Puis il existe 2 formes de stress. Il y a le stress de... bon, tu sais, on est Homo sapiens, on est une créature, un animal qui a évolué. Donc, si y a un gros lion qui fonce vers toi, tout dent dehors pour te faire de toi son souper, mais le stress que tu as à ce moment-là, c'est pas du cortisol, c'est de l'adrénaline, parce que tu as besoin de te pousser pour pas finir en souper du lion. Donc l'adrénaline, ça sert à la survie pour ça. Mais le stress à long terme, le stress qui est beaucoup plus le stress qu'on vit maintenant, qu'on est une civilisation, des êtres civilisés qui ont un travail, métro, boulot, dodo, puis qui vivent des petits problèmes à tous les jours, qui nous passent dans la tête, qu'on doit régler, des adversités auxquelles on doit faire face, etc. Ça, c'est plus le cortisol. Donc, c'est le stress à long terme, puis c'est une hormone qui est sécrétée pour être capable de nous faire passer à travers une période difficile, en fait. Là, juste pour dire, le cortisol, oui. Ça... Oui, on dose ça chez le monde. Oui, c'est important. Voilà. Je voulais juste pour être sûr, le cortisol, un de ses problèmes, c'est que ça a des propriétés inflammatoires, c'est ça? Oui, ben, là, je dis le stress à long terme, là, mais dans la vie, on n'est pas fait pour être stressé
trop longtemps. Le cortisol est là pour te faire passer à travers une période difficile, à travers un rush, mettons, ce qu'on peut appeler là, un bout de crunch. Mais les humains, notre corps, on n'est pas fait pour être constamment sollicité puis être constamment sous pression. Puis on en parle beaucoup de nos jours, mais c'est peut-être, même on en parlait tellement déjà que c'est peut-être rendu un peu moins à la mode d'en parler, mais le stress, c'est super dangereux, ça promouvoit le cancer, ça promouvoit des problèmes de santé mentale, les problèmes cardiaques, les problèmes, tout ce qui décline d'avoir trop d'inflammation. C'est ça, c'est qu'on est toujours stressé, puis c'est ça, c'est le cortisol à long terme. Donc le cortisol, ça nous aide à rester allumé, puis à rester focus pour être capable de régler un problème, mais c'est plus quelque chose qui fonctionnerait comme l'adrénaline. Là, je veux pas dire un mauvais chiffre, là. L'adrénaline, c'est maintenant, là. C'est peut-être comme t'as besoin d'aide une demi-heure de temps, là, puis c'est fini. T'sais, le but, c'est de s'en sauver. Tandis que le cortisol, ça serait peut-être plus de l'ordre d'une semaine, plusieurs jours à une semaine, pour passer à travers un problème. Mais là, le problème qu'on a dans la société moderne, c'est que les gens sont constamment sous pression, constamment stressés avec le travail, la famille, concilier le travail, la famille et tout, qu'on sécrète du cortisol constamment, puis on se ramasse avec des maladies puis des problèmes. Donc voilà. Mais au jour le jour, la sécrétion de cortisol est une bonne façon de voir à quel point vous êtes stressé au jour le jour. Donc voilà, dans nos études, on mesure beaucoup cette petite hormone-là qui est un marqueur de stress général et qui fonctionne bien. Un marqueur de stress important. Oui. C'est un bon marqueur biologique pour indiquer le niveau de stress que subit une personne. Donc, dans vos études, vous regardez des femmes qui s'apprêtent à devenir enceintes ou qui sont enceintes, puis vous mesurez les hormones de stress qu'ils ont comme dans leur sang ou dans leur salive. Dans la salive, dans le sang, tout se fait. Écoute, dans le pipi, à un moment donné, il faut que ça sorte. Tout se fait. La salive, c'est le plus facile. Quand on veut que les gens acceptent de nous donner leurs échantillons biologiques, la salive, c'est le plus facile. Ouvre la bouche, on a un petit Q-tip. Puis, oui, exactement. Ou bave dans ce petit pot. Merci. Puis est-ce qu'il y a une corrélation entre les hormones de stress et le développement fœtal? J'imagine que oui. Oui, vraiment, tout à fait. C'est ça qui est compliqué, qui va être compliqué aujourd'hui, puis qui est pas simple parce que, comme je disais, on demande. Parce que là, je veux juste revenir sur un point, là, tu sais, je disais qu'à plusieurs moments dans la grossesse, on demande aux femmes leur humeur. Mais là, tu pourrais me dire, mais pourquoi vous leur demandez? De toute façon, tu vas le voir dans les hormones. Mais c'est pas pareil, c'est ça. Parce que l'anxiété et la dépression vont pas toujours être corrélées avec plus de cortisol. C'est pas toujours simple, puis c'est pas toujours... c'est ça, il y a pas toujours une corrélation, mais les deux, donc l'humeur de la mère enceinte et sa sécrétion de cortisol, vont tous les deux avoir des effets sur le fœtus qui sont des effets différents. Puis c'est pour ça qu'on essaye encore de comprendre qu'est-ce qui se passe, puis pourquoi est-ce qu'on voit pas juste un effet du cortisol, puis pas d'autre chose? Parce que c'est une hormone qu'on connaît mieux. Donc, je vais essayer de trouver dans mes notes qu'est-ce que je voulais dire. Ah, voilà. Donc, le cortisol, c'est une hormone qu'on connaît mieux. On sait déjà, là, par exemple, chez le rat, on sait déjà que le récepteur dans le cerveau du cortisol est différemment affecté, dépendamment par les soins maternels. Oui. As-tu un exemple d'étude qui nous parle du cortisol? Oui. Ouais, chez les humains, c'est super intéressant. Bon, là, c'est sûr, je vous parle de stress, puis du stress de la vie de tous les jours, puis travail, métro, boulot, dodo. Mais ces genres d'études-là, ce qui est plus facile à observer des résultats vraiment, vraiment clairs, c'est quand il se passe quelque chose de catastrophique. Donc, par exemple, l'ouragan Katrina. Je commence à plus savoir ça fait combien de temps l'ouragan Katrina? 15-20 ans? Ça commence à faire un moment, là. 15 ans, je pense. Si je me rappelle bien, c'est genre 2004. C'est Kanye West, George Bush doesn't like black people, je pense. Ou... Oh! Ben oui. C'est ça avec comme Austin Powers à côté qui est comme non, pourquoi je suis dans cette situation-là? Oh mon Dieu, j'avais oublié ça. Ouais, oui, ok. Fait que ouais, l'ouragan Katrina, ben là, ça fait assez longtemps qu'on commence à avoir été capable de récupérer beaucoup de données là-dessus. Puis, ben, il y avait des femmes enceintes pendant l'ouragan Katrina, parce que ça arrive sans prévenir. Puis, donc, les femmes
qui ont vécu l'ouragan Katrina pendant qu'elles étaient enceintes, leur bébé avait un plus petit poids à la naissance. Puis on sait que être soumis à plus de cortisol, donc quand la femme enceinte sécrète du cortisol, son fœtus reçoit le cortisol parce que ça passe à travers... en fait, ça vient ouais. Il y a comme une transformation qui se fait là, mais le cortisol de la mère affecte le fœtus dans le placenta. Puis ça fait des bébés qui sont plus petits à la naissance, qui ont un poids plus petit. Puis, c'est ça, comme par hasard, les femmes qui ont subi l'ouragan Katrina avaient des bébés plus petits à la naissance, mais on leur a demandé, avec des questionnaires, qu'est-ce qu'elles ont vécu pendant l'ouragan, leur humeur, leur justement comme... parce que, tu sais, la santé mentale, on parle souvent de diagnostic clinique, mais même les diagnostics sous-cliniques, justement, comment tu te sens, là? T'es-tu stressée? T'es-tu anxieuse? Est-ce que ça allait bien? Est-ce que t'avais une place où aller, une place où vivre? Est-ce que t'as tout perdu? Est-ce que t'as perdu ton mari? Est-ce que t'as perdu un proche? Ou est-ce que c'était correct, que vous étiez moins affecté, etc.? Mais toutes ces questions-là sont vraiment pertinentes pour savoir le niveau de stress puis d'anxiété que la maman a vécu. Puis, on a vu, en fait, que le petit poids, les enfants avec un poids plus petit, c'était indépendant de l'état mental de la mère, en fait. Donc, dans toutes les femmes qui avaient été affectées par l'ouragan Katrina, les femmes avec les bébés les plus petits, c'était pas les femmes les plus stressées puis qui allaient le plus mal nécessairement. C'était un peu réparti partout à travers la cohorte. Mais la corrélation qu'on observait, c'est lorsqu'il y avait la mort d'un proche. Donc, la mort d'un proche de cette femme-là, ceux-là avaient plus tendance à avoir des bébés qui sont plus petits. Aussi, on sait le cortisol, ça affecte le poids des bébés parce que il y a des glucocorticoïdes qui sont parfois donnés aux femmes enceintes pour la fonction pulmonaire des bébés. Là. Donc, à un certain moment, je pense que c'est vers la fin de la grossesse, à l'échographie, on peut voir si les poumons du bébé sont pas assez développés pour le moment où est-ce que l'accouchement devrait arriver. Donc, on leur donne des shots de corticoïdes, de glucocorticoïdes, donc qui contiennent du cortisol, ou qui sont métabolisés en cortisol, pour être sûr d'accélérer le développement pulmonaire du bébé, en fait, avant l'accouchement, pour être sûr qu'il respire. la médecine moderne, on fait quand même plein de choses pour s'assurer que notre taux de mortalité infantile soit pas si élevé que ça. Puis ça fait partie de... Ouais, ça fait partie de tout ça. J'étais pas full au courant que comme on affectait le développement. On va speeder le développement du bébé en donnant une petite injection ici. Genre, juste quand c'est critique, là, tu sais, c'est pas... C'est pas quelque chose qui arrive tout le temps, là, c'est comme... Mais on s'est rendu compte que ces bébés-là, à la naissance, étaient plus petits. Était un peu plus petit. Est-ce que tu veux que je rentre dans qu'est-ce que ça fait des bébés plus petits? Ben ouais, quand même, parce que dans les informations que tu m'as données pour qu'on se prépare à l'entrevue, comme le poids du bébé, ça a l'air être un facteur important dans comme son développement. Mais on dirait que c'est un facteur, mais c'est peut-être plus c'est une conséquence de quelque chose. Mais on est capable de voir une corrélation avec le poids du bébé. Et donc par exemple, on a des études, dont des études en Scandinavie. J'adore les études en Scandinavie. C'est pourquoi? Parce que les Scandinaves gardent des registres de absolument tout. Et ils sont publics pour la recherche. Donc, contrairement à ici, où est-ce qu'on recrute des femmes pour faire toutes ces études-là, puis il faut avoir leur consentement. Puis c'est sûr que c'est pas pareil pour les échantillons biologiques et tout, là. Mais... on peut pas juste utiliser les registres de Recensement Canada pour tout faire nos études, mais en Scandinavie, tu peux tout utiliser, c'est merveilleux. Ils ont des registres médicaux de tout le monde, donc donc ici, par exemple, on peut réussir à recruter 2000 personnes, mais en Finlande, leur population pour une étude comme celle-là, ça va être genre 2 millions de personnes, ce qui est franchement magique. Donc, ils sont capables d'étudier ça, puis d'avoir les certificats de naissance de 2 millions de Scandinaves, puis d'étudier après ça leur diagnostic de santé mentale à l'âge adulte. OK, donc... Oui, tu peux arrêter. Oui. Juste pour être sûr, c'est comme les bébés qui ont un poids substandard à la naissance. Oui, donc qu'est-ce qui arrive avec ça? Donc, les bébés de moins de 2,5 kg auraient un risque de TDAH qui est augmenté. Donc, le trouble d'attention et d'hyperactivité. Donc, pour chaque écart type de plus de croissance fœtale, on aurait 14% de chance de moins d'avoir un risque de TDAH. Donc, pour chaque écart type, selon la population normale. Là. Juste pour être sûr, un écart type, c'est quoi?
Tabarouette. Ah ouais. Ah ouais, j'espérais que tu demandes pas ça. Ah, Un écart type. Donc, quand on prend une population normale, là, évidemment, dans la population normale, il va y avoir des bébés de moins de 1 kg, puis des bébés de... Bon, 5 kilos, c'est peut-être un peu... Ouais, peut-être des bébés de plus de 5 kilos. Donc, quand on prend toute la distribution d'une population, on se rend toujours compte que la majorité de la population se trouve quelque part au milieu. Donc, la moyenne. Ensuite, de chaque côté de la moyenne, on peut diviser ça en 3 écarts types. Donc, la majeure partie des gens vont se retrouver un écart type de chaque côté de la moyenne. Donc, par exemple, là, j'ai pas les chiffres pour ça, là, mais mettons que la moyenne des bébés font 3 kilos, ben, on peut dire que la majeure partie des bébés sont entre 2,5 et 3,5. OK. Mais là, ça, c'est des chiffres que je viens de pondre comme ça parce que je ne sais pas c'est quoi. Puis ça va dépendre par pays, puis ça va dépendre par groupe ethnique, puis ça va dépendre par plein d'affaires. Mais l'écart type, c'est que plus tu es un écart type au-dessus de la moyenne de la population, plus tu es loin de la population. OK. Donc, plus tu t'éloignes de la moyenne, donc plus c'est rare, en fait, d'être là. OK. Donc, les bébés qui sont un écart type plus bas en termes de poids ont comme une plus grande incidence de TDAH. Oui, c'est ça. Donc, 14% plus de chances de TDAH par écart type. Ce qui est pas un chiffre de fou, là. Puis c'est ça ce que je vais te présenter aujourd'hui, là, ce sera jamais des chiffres de fou. Ce sera jamais des associations super claires. C'est toutes des corrélations, c'est toutes des risques en regardant une population suffisamment grande. On est capable de voir qu'il y a réellement un risque statistiquement valide pour quelque chose, mais c'est jamais... Donc, tu sais, je veux pas non plus que les gens partent en peur, là. Oh mon Dieu, ma soeur a eu une dépression postpartum, son bébé va être TDAH ou son bébé va être déprimé, ou, tu sais... c'est ça. C'est que des risques qu'on est capable de voir avec des plus grandes populations, puis qui deviennent plus graves aussi, comme on disait, lorsqu'on combine avec des vulnérabilités génétiques. OK. Mais juste pour dire, quand on donne 14% de plus de TDAH, c'est pas 14% dans la population générale, c'est 14% de probabilité, donc une probabilité assez basse dès le départ, donc... C'est 14% de plus que la probabilité de la population générale. Donc, la probabilité de la population générale d'avoir le TDAH, je sais pas c'est combien. Mettons que 5% de la population est TDAH. Mais là, si ton bébé fait moins de 2,5 kilos, il y aurait 14% de plus que 5% d'être TDAH. Tu comprends-tu? Okay. Ouais, fait qu'il y a comme 5,1% de chance de TDAH. Ouais, c'est ça. C'est pas... non, c'est ça, c'est pas débile, là. C'est pas quelque chose de complètement... dangereux, mais c'est non négligeable. C'est ça l'affaire. Significatif. C'est ça. C'est que c'est quand même significatif. C'est quand même présent. Puis, donc, c'est ça, dans les études scandinaves pour lesquelles on a vraiment, vraiment beaucoup de données sur ces gens-là, puis ça nous permet aussi, avec leurs études de recensement, d'avoir le statut socio-économique des gens qui sont observés. Les fœtus de moins de 2 kilos ont plus de chances de schizophrénie, plus de chances de développer un syndrome d'abus de substance, plus de chances d'anxiété, de maladies somatoformes et voilà, les maladies somatoformes, c'est quand une maladie mentale commence à... En gros, là, c'est quand une maladie mentale commence à avoir des symptômes physiques. Donc, qui grave au point de créer des symptômes physiques. Et ce, même après avoir contrôlé pour le statut socio-économique. Donc, le statut socio-économique, évidemment, ben, on s'en doute un peu, là. Tu sais, la pauvreté, avoir manqué de nourriture en étant jeune, souvent le statut économique est associé aussi avec des parents qui ont plus de chances de fumer, de consommer de l'alcool, plus de criminalité, vivre dans des environnements qui sont moins, dont l'environnement, ce qu'on appelle plus l'environnement, là, comme la qualité de l'air est moins bonne, dans des maisons où les gens sont plus pris les uns sur les autres avec moins d'espace, etc. Des enfants qui sont plus négligés, moins stimulés intellectuellement. Donc, le statut socio-économique a un énorme impact sur le développement des enfants de base. Énorme. Mais même en enlevant ça, même en contrôlant pour le statut socio-économique, on voit que le poids, donc la grosseur d'un bébé à la naissance, a vraiment des impacts sur son développement mental, son développement cognitif. Donc, pourquoi? Pourquoi est-ce que les bébés qui ont un statut socio-économique élevé
ont quand même des chances de développer des problèmes. Et vice-versa, évidemment, là, comme je dis, c'est pas... tout ça, c'est pas une panacée, là. Puis c'est ce qui... On a plusieurs personnes, en fait, au laboratoire qui travaillent sur ce modèle-là. Là, je pars déjà sur une dérape avec quelque chose qu'on n'avait pas dans nos notes. Mais c'est super intéressant. Mais... le modèle de vulnérabilité, on étudie beaucoup ça, encore là, comme le modèle que tu disais, génétique versus environnement, parce que ce qui est super à la fois intéressant et à la fois un énorme casse-tête avec la santé mentale, c'est qu'on a des gens qui sont nés dans un environnement terrible, avec une génétique terrible, puis qui vont quand même s'en sortir. Il y a des gens qui sont nés dans un environnement merveilleux, favorable, parfait, aéré et pur, avec une très bonne génétique, puis qui vont quand même développer des problèmes. Donc, qu'est-ce qui se passe? Puis on appelle ça la résilience. Donc, il y a des gens qui sont résilients à développer des problèmes de santé mentale, ou il y a des gens qui ne sont pas résilients, et qui sont vulnérables, en fait, à développer des problèmes de santé mentale. Donc, puis à ce niveau-là, c'est là qu'on vient chercher des choses beaucoup plus subtiles, comme l'état mental de la mère durant la grossesse, le poids à la naissance, mais comme je disais au début, là on dirait que le poids à la naissance c'est super important, puis là, encore là, venez pas vous dire « Oh non, ma soeur a eu un bébé de 2 kilos, le bébé est foutu ». Non. Ou ma soeur a eu un bébé de 2 kilos, puis en plus elle a une dépression postpartum, son bébé il est foutu. Ben non, c'est juste des chances, c'est juste des risques de plus. C'est pas des gros chiffres. Mais on a assez d'études maintenant pour réaliser que c'est vraiment là quand même. Il y a réellement quelque chose. Puis on observe justement réellement dans les populations qu'il y a comme un clivage entre les gens résilients puis les gens vulnérables. Puis malheureusement, j'ai pas de bonnes nouvelles encore pour dire on a trouvé qu'est-ce qui fait que les gens sont résilients ou vulnérables, parce que en fait, si c'était simple, si c'était un gène ou un truc qui se passe dans l'environnement, on l'aurait probablement déjà trouvé. Ce qui arrive, c'est que c'est vraiment pas simple. C'est super, super complexe. C'est probablement une combinaison, un alignement des astres de facteurs épigénétiques et génétiques et environnementaux. Mais on n'a toujours pas encore élucidé, en fait, la recette d'avoir des enfants qui vont être résilients, qui vont résister à tout, qui vont toujours être bout en train et toujours souriants et jamais malades. C'est oui, on aurait plus de travail. Ben, ça serait une bonne chose, non? Ben, on travaille fort. Mais... Il y aurait un autre problème à élucider, j'imagine. Donc, à l'Institut Douglas, j'ai de la misère à dire... Écoute, moi non plus, moi aussi j'ai de la misère. C'est pas bon. C'est comme une série de... L'Institut universitaire en santé mentale Douglas. Ouais, c'est ça. Je sais pas, c'est comme une série de consonnes qui vont ensemble, qui sont juste difficiles à dire dans ma bouche à moi, en tout cas. Yes. À l'Institut Douglas, vous faites des modèles animaux pour étudier cette chose-là qui est comme... Tout ça, oui. Tout ça, ouais. La santé mentale, la périnatalité, le développement, etc. Comment est-ce que ça fonctionne? Donc, il y a plein de façons. Ça dépend vraiment qu'est-ce qu'on étudie, là. Les facteurs prénataux ou les facteurs postnataux. Mais on travaille beaucoup sur des modèles de ROP, puis on a développé, en fait, le Dr Mini, pour lequel je travaille, qui est dans le domaine depuis de nombreuses décennies, a développé un modèle de qualité de soins maternels. Ouais, on pourrait dire ça comme ça. Chez le rat, qui est super fascinant. Donc chez le rat, après la naissance du petit raton, de la portée, en fait, là, parce qu'il n'y en a jamais juste un. Un raton? Oui, on dit un raton. Pour les bébés. Les mamans rats vont vont allaiter leur bébé, etc. Puis, il y a 2 comportements qu'on peut étudier qui sont très, très probants pour étudier la qualité des soins prodigués par les mères. Là. Donc, c'est ça qui nous permet de faire une différenciation entre les mères négligentes puis les mères surprotectrices.
puis les mères normales. Donc, on parlait de la courbe normale tout à l'heure. Ben, la plupart des mamans rats vont faire ces comportements-là beaucoup régulièrement, mais tu vas toujours avoir quelques exceptions en dehors de la courbe normale qui vont être soit très négligentes, soit bien trop intenses. Puis, donc, ces deux comportements-là, c'est l'allaitement avec le dos arqué. Voilà, j'essaie de traduire dans ma tête. Au Douglas, on travaille beaucoup en anglais, là, c'est le arched back nursing. Donc, c'est la maman se met au-dessus de sa portée avec le dos en rond, donc un peu comme un chat qui a peur, là, son dos fait le rond pour donner accès, dans le fond, au bébé à toutes ses mamelles en même temps, parce que des fois, ils ont vraiment, vraiment beaucoup de bébés. Puis, l'autre comportement, c'est le nettoyage des bébés, donc littéralement le lichage, le lichage de petits bébés, qui se font régulièrement nettoyer, etc. Puis, c'est pas juste une question d'hygiène puis de nettoyage aussi, c'est une question de contact entre la mère et le bébé. Donc, le contact, c'est super important. Ça aussi, c'est un truc qu'on parle beaucoup maintenant chez l'enfant, puis je sais pas à quel point c'est récent, mais j'ai l'impression qu'on entend plus parler maintenant du contact peau contre peau des bébés naissants avec leur mère, parce que c'est super important pour catalyser plein de réactions, plein de circuits neuronaux qui vont s'organiser, puis beaucoup aussi l'attachement, en fait, entre... Puis tu sais, même le bébé, il peut pas s'exprimer, là, tu sais même pas encore s'il est capable de reconnaître c'est qui sa mère et son père, là. Mais tous ces réseaux neuronaux-là sont déjà en train de s'organiser avec le contact peau sur peau, puis avec l'attachement, puis le sentiment de sécurité, en fait, c'est beaucoup ça aussi que ça donne, cet attachement-là. Donc chez le rat, c'est pareil. Quand la mère passe du temps à licher ses bébés, ben, dans le cerveau des petits ratons, ça part les circuits neuronaux d'attachement, de sécurité, et puis ce sont des circuits qui sont super importants, parce que ce qui est le fun avec les rats, puis qu'on peut pas vraiment faire avec les animaux, c'est qu'on peut venir jouer dans ça. On peut venir changer ça, puis voir c'est quoi les impacts. Donc tantôt je disais, il y a des mères rats qui sont plus qui sont un peu en dehors de la courbe normale, qui sont surprotectrices ou qui sont négligentes. Donc on peut déjà voir des impacts chez les mères négligentes, mais lorsqu'on vient changer nous-mêmes des facteurs, donc en l'humain, l'expérimentateur, le chercheur vient changer des facteurs, on peut voir des choses super intéressantes. Donc, par exemple, juste l'absence de la mère. Donc, j'ai une étude là, de Kalji et Al en 2000 qui ont retiré la maman des bébés 3 heures par jour, à tous les jours, pendant 2 semaines. J'ai pas écrit, pas trop longtemps, là. Mais c'est pas quelque chose qui... c'est ce que je dis, c'est pas quelque chose qui vient affecter la survie des bébés. Donc, on parle pas de quelque chose qui fait qu'ils ont manqué de nourriture, ils ont eu froid ou quelque chose. On s'assure que tout ça, c'est correct, mais on fait juste retirer la présence de la mère pendant 3 heures à tous les jours. Puis, donc, ces enfants-là, ces bébés-là, les bébés ratons-là ont plus peur, en fait. Ils sont beaucoup plus nerveux, sont beaucoup plus stressés. On fait faire des tests de comportement aux rats pour justement vérifier la réaction de stress, puis l'amplitude de la réaction de sursaut, avec un bruit fort ou quelque chose du genre. Puis donc, on peut voir une plus grande réaction de sursaut, puis aussi, donc c'est ça, ce qui est le fun avec les animaux, qu'on peut pas faire avec les humains, c'est qu'après ça, on peut aller regarder dans leur cerveau exactement qu'est-ce qui se passe, puis on voit moins de récepteurs GABA-A, puis moins de récepteurs à benzodiazépines centraux dans l'amygdale et le cortex frontal. L'amygdale et le cortex frontal, qui sont des structures cérébrales super importantes pour l'attachement, la peur, les réactions affectives, etc. Ouais, juste donc, pour dire, parce que les rats ont apparemment un cerveau qui est quand même assez analogue à celui de l'humain en termes de ses structures, je pense. Ah, c'est vrai, ben oui, j'ai peut-être pas mentionné. On utilise le rat parce que, ben notamment au point de vue comportemental, comme j'expliquais, là, les soins maternels puis tout, c'est quelque chose qui nous ressemble beaucoup. Bon, c'est un mammifère aussi, là, mais qui ont pas... qui ont quand même un comportement très, très social, en fait. Donc, c'est pour ça, le rat est un animal très, très social. Je pense que c'est pour ça que leur cerveau ressemble beaucoup au nôtre, parce que la plupart des structures affectives, émotionnelles, évidemment, là, tu sais, je dis ça, puis probablement que tu dis, mais là, un rat a pas toutes les émotions qu'un humain a, tu sais. Mais les émotions principales, puis bon, l'attachement, c'est peut-être pas une émotion, mais
l'attachement social à ses proches, à sa mère, à ses frères et sœurs, etc. Tout ça, c'est tout à fait présent chez le rat. Ces structures nerveuses-là sont là. Puis, pour ce qui est de la peur, par exemple, le sursaut, se cacher, etc. Tous ces circuits-là sont là aussi. Donc, oui, c'est un excellent analogue de l'humain pour étudier le développement des bébés puis les interactions mère-enfant. Parce que la plupart des comportements, c'est ça, comme je disais, les comportements mère-enfant, ben l'allaitement, le passer du temps avec l'enfant, le contact physique avec l'enfant, tout ça. Bon, là, je dis l'enfant, mais avec le raton, tout ça, c'est comme... Ouais, c'est comme chez l'humain. C'est sûr que chez l'humain, c'est compliqué. Après ça, il va falloir aller à l'école, puis il faut gérer le retour au travail des parents, etc. Mais par exemple, donc ce paradigme-là où on a enlevé la mère au bébé rat 3 heures par jour, le but un peu de ça, c'est de venir mimer une mère qui ferait un retour au travail lorsque le bébé est encore très très jeune, par exemple. Puis quel est l'impact de cette absence-là à long terme là, sur le développement du bébé. Puis évidemment, faut pas se stresser avec les jeunes mamans qui retournent au travail. C'est pas, tu sais, je dis, mettons, ces bébés-là ont moins de récepteurs GABA-A dans le locus coeruleus. Ben, c'est pas 100% moins. Ça veut pas dire qu'ils vont développer un problème. C'est juste que c'est un effet biologique qu'on est capable de voir, qu'on peut quantifier uniquement chez le rat, parce que chez les humains, c'est un peu plus compliqué, mais qui nous permet de venir comprendre, en fait, qu'est-ce qui se passe. Pourquoi est-ce que c'est si important que ça? Le contact, les soins maternels à ces phases critiques-là de la naissance. C'est ça. Puis on se rend compte, on avait parlé, je pense, une couple d'années de ces études-là avec les rats. Puis on se rend compte que c'est pas nécessairement juste la génétique qui vient affecter ça, parce que il y a des échanges comme rappelle-moi un peu comment ça fonctionne. Tu prends un raton à une rate, puis tu le donnes à une autre rate, puis tu fais comme la même chose. Puis là, tu vois que leur développement est pas juste lié à leur génétique, mais aussi à comment les rates s'occupent de eux. Oui, ça, c'est super fascinant. On a fait ça il y a plusieurs années au laboratoire Mini. C'est vraiment bien. Donc, dans le fond, avec nos rats de laboratoire, on est capable de s'assurer qu'ils accouchent à peu près en même temps. Puis là, ce qu'on fait, c'est qu'au moment où les deux mamans accouchent, on switch des bébés. Puis on s'assure qu'ils s'en rendent pas compte. Donc, on est certain que les bébés n'ont pas le même matériel génétique que la mère. Donc, nécessairement, si ils sont différents des autres bébés, du restant de la portée que leur mère a eue, ben la différence devrait être le fait qu'ils ont été élevés par une autre mère, tu sais. Fait que oui, on est capable d'observer ça, puis c'est vraiment, vraiment intéressant. Donc, pour revenir à tantôt à ce que je disais, là, les mamans qui négligent ou qui prennent vraiment bien soin de leurs enfants, même en inversant... Ben, juste de base, on est capable de voir que les mères négligentes vont donner des bébés rats qui vont devenir des mères négligentes, puis les mères très protectrices vont donner des bébés rats qui vont devenir des mères très protectrices. Mais ça, on peut se dire, ben, ils ont appris, tu sais, ils ont juste appris, ils ont vu le comportement, puis ils l'ont reproduit. On sait que c'est plus ou moins vrai parce que le bébé à cet âge-là est juste trop jeune pour s'en rappeler plus tard. À l'âge où il va pouvoir se reproduire. Donc, t'es un peu jeune pour ça, mais on sait qu'il y a une programmation épigénétique qui se fait. Donc, puis cette programmation-là, elle a lieu même si on échange les enfants. Donc, un bébé d'une mère négligente, mais élevé par une mère protectrice, va devenir une mère protectrice. Puis un bébé d'une mère protectrice, élevé par une mère négligente, va grandir et devenir une mère négligente. Donc, l'épigénétique. On en parle-tu? Ouais, c'est ça. Je veux juste comme juste m'assurer, parce que on dit épigénétique, moi je sais à peu près c'est quoi, sans trop vraiment savoir c'est quoi, mais si je me trompe pas, la génétique, c'est qu'est-ce qui te donne le plan pour comme construire toi-même, comme ton corps, etc. Construire un humain. C'est ça. Ou un roc. Ou n'importe quelle affaire vivante sur la Terre. Et l'épigénétique, c'est qu'est-ce qui concerne l'expression de ces gènes-là. Oui. Donc, toutes nos cellules ont le même bagage génétique. Toute la gang. Pourtant, on a des cellules cardiaques, on a des cellules de peau, on a des cellules de rétine, on a des cellules d'os, on a des cellules de toutes. Mais ils ont toutes le même
la même recette en dedans. Donc, pourquoi est-ce qu'on a des cellules différentes? Il y aurait toutes la même recette. Ben, c'est parce qu'il y en a qui expriment les gènes pour devenir une cellule cardiaque, il y en a qui expriment les gènes pour devenir une cellule de peau, etc., etc. Donc, ils sont capables de savoir... Bon, ça, on rentrera pas là-dedans. OK, on rentrera pas là-dedans. C'est super compliqué comment les cellules s'arrangent pour dire, OK, toi, t'es un cœur, moi, je suis un foie, toi, t'es un œil. C'est super pas simple. Mais c'est l'épigénétique qui contrôle ça. Donc, l'épigénétique... Si la revue de littérature sur laquelle je me base pour la plupart de ces trucs-là, qui est écrite par le Dr. Kieran O'Donnell en 2017, Fetal Origins of Mental Health, l'exemple qu'il donne, c'est que l'ADN, c'est le hardware, puis l'épigénétique, c'est le software. Donc, l'ADN, c'est votre ordinateur, puis l'épigénétique, c'est Windows, mettons. Je sais pas ça. Je sais pas, il y a des gens qui font là comme non, pas Windows. Oups, excusez. C'est le système d'exploitation. C'est Linux. OK, là, on vient de perdre comme une majeure partie de la population. S'il était pas déjà... Il devait être déjà perdu, ça. Ouais. Donc, l'épigénétique, c'est vraiment ça qui contrôle qu'est-ce qui est exprimé, qu'est-ce qui est pas exprimé. Puis, c'est par différentes façons. Donc, la cellule va mettre des petits marqueurs sur l'ADN pour dire « OK, oui, ça, je veux le lire. Ce gène-là, je veux l'utiliser. » Puis, souvent, des marqueurs... souvent, la cellule va coller des protéines sur l'ADN à des endroits qu'elle n'a pas besoin de le lire, puis qui vont servir à twister l'ADN. Donc, je sais pas si tu avais déjà entendu parler, là, mais l'ADN humain, là, c'est super long. C'est une molécule qui mesure genre 1,5 mètre, puis qui est toute rembobinée, serrée dans chacune de nos cellules. Fait qu'il y en a du stock. Pour faire un humain au complet, il y en a du stock. Donc, la cellule, il faut qu'elle choisisse qu'est-ce qu'elle utilise, qu'est-ce qu'elle n'utilise pas. Puis ce qu'elle n'utilise pas, ben, on va le ranger en arrière, en bobine. Ça ressemble un peu à des bigoudis. Fait que le cheveu d'ADN, par exemple, est enroulé autour d'une bobine. Puis, ben, donc, où la cellule va placer ces bobines-là, c'est dans des régions qu'elle n'a pas l'intention d'utiliser. Donc, l'épigénétique, qui est quelque chose de très... on dirait, je dis, la cellule est une cellule de peau, donc elle va prendre toutes les gènes pour devenir une cellule neuronale ou une cellule cardiaque, puis elle va les rembobiner dans un bigoudi, puis plus jamais y toucher. Ben, c'est pas tout à fait simple, parce que la cellule de peau aussi, elle-même, elle a des gènes qu'elle va utiliser dans différentes situations pour répondre à différentes... vu que c'est une cellule de peau, pour répondre à différentes adversités, par exemple, que l'environnement va lui donner, ou que le corps va ressentir, comme des infections ou des trucs comme ça. Fait qu'il y a des gènes qui sont toujours utilisés, il y a des gènes qui sont jamais utilisés, puis il y a des gènes que c'est de temps en temps. Donc, l'épigénétique va faire ça. Donc, encore là, on parle de différences très, très subtiles dans de l'expression de gènes, mais qui peuvent quand même faire la différence dans l'organisme, puis qui vont mener aux différences très, très subtiles qu'on observe dans nos études. Donc, par exemple, si on revient à nos petits rats qui peuvent être négligés ou très bien recevoir de très bons soins de leur petite maman rat, ben, on a observé que le récepteur de glucocorticoïdes, donc qui est le récepteur dans le cerveau pour le cortisol dont je parlais tantôt, donc le cortisol, l'hormone de stress à long terme, ce récepteur-là dans le cerveau va être plus ou moins régulé par l'épigénétique selon les soins qui ont été reçus par le bébé, par sa maman. Puis ce qui est le fun avec les rats, c'est qu'on est capable de voir dans le développement fœtal, ça a l'air de quoi la régulation épigénétique de ce gène-là dans l'embryon. Puis ensuite, le premier jour de la naissance, tout de suite à la naissance, puis ensuite plusieurs jours après la naissance. Puis ce qu'on observe, c'est que les soins de la mère vont changer la régulation épigénétique du gène de glucocorticoïdes à 6 jours après la naissance, 21 jours après la naissance, à l'âge adulte, mais ça fonctionne pas lorsqu'on a un embryon, puis ça fonctionne pas le premier jour quand le bébé vient de naître. Fait que c'est vraiment, on est capable de voir que c'est vraiment un impact qui est dû aux soins que l'animal a reçus. Et non parce que sa maman avait déjà... Parce que l'épigénétique, ça peut s'être transmis avant ou ça peut être juste dans sa génétique, ce rat-là, ben, il y avait déjà ça. Fait que sa maman lui a transmis ça, puis il est né avec. Mais là, on peut voir qu'il est pas né avec. Donc, ce qui peut arriver, c'est qu'il peut y avoir un rat, un raton qui est né avec, comme mettons, un potentiel d'avoir beaucoup de récepteurs de glucocorticoïdes. Oui. Mais à cause que
genre, il va avoir une mère qui va s'occuper de lui vraiment beaucoup. Ça va réguler l'expression de ces récepteurs-là, puis il va peut-être en avoir moins, donc il va être moins sensible à ça. Oui. Ben, en fait, c'est l'inverse. Il est plus actif chez les bébés qui ont reçu des bons soins, là. Mais oui, c'est la même chose. OK, fait que plus t'as de récepteurs, mieux c'est. C'est bon, alright. Ben, c'est vraiment pas simple de même, malheureusement, là. Non, c'est malheureusement un peu plus simple de ça. Ça fait une différence biologique entre les deux. Mais là, de dire que plus t'en as, mieux c'est, ben là, ça va dépendre dans quelle structure du cerveau puis dans quelles circonstances, etc. Fait que on peut pas tout à fait dire ça. Si on avait une autre heure, je pense qu'on s'étendrait sur le sujet. Oui. Ceci dit, avant de passer à pourquoi c'est important, tout ça, est-ce que tu peux juste nous résumer les conclusions de ces études-là, qu'est-ce que ça dit sur les rats? Ben, je pense qu'on pourrait... sur les rats, ben, la même chose que sur les humains, c'est juste qu'on peut aller tellement plus en profondeur, puis on peut jouer dans les facteurs de façon beaucoup plus pointue pour venir vraiment... le but, c'est d'isoler, en fait, parce que, comme je dis, c'est compliqué, surtout chez l'humain, il se passe tellement de choses dans nos vies, on a tellement des corps compliqués, on a des vies compliquées, tout est très vaste et complexe, donc chez l'animal, ça nous permet d'éliminer des facteurs qui peuvent varier d'un animal à l'autre pour aller justement isoler c'est quoi les facteurs les plus importants, en fait, pour le développement. Puis, ben, on voit que, par exemple, les soins maternels au début de la vie sont super importants. Mais, puis là, j'ai même pas eu le temps de rentrer là-dessus, mais on est encore en train de faire des études là-dessus en ce moment en mon labo. Le stress pendant la grossesse aussi, à quel point c'est important sur le développement du bébé après. Donc, comme on disait, on est capable d'isoler qu'il y a des effets qui se passent uniquement après la naissance, mais on est aussi capable d'isoler qu'il y a des effets qui se passent avant la naissance via la sécrétion de cortisol de la mère qui passe le placenta et qui se rend au bébé. Donc tout ça, c'est ça. Donc, c'est ça. Les conclusions des études humaines puis des études animales sont globalement les mêmes. La santé mentale des femmes enceintes a un impact sur le développement cognitif de l'enfant, que ce soit pendant la grossesse ou après sur le comportement. Donc c'est le même. C'est vraiment juste parce qu'avec les études d'animal, on est capable d'aller beaucoup plus pointu. Puis après ça, ben, ça nous informe pour faire des études chez l'humain. Donc en ayant isolé des facteurs qui sont pertinents chez l'animal, après ça, on peut revenir puis adapter nos questionnaires, adapter nos prochaines études chez l'humain, puis peut-être éliminer des facteurs aussi qu'on pense que ça servira pas. C'est sûr qu'un humain puis un rat, c'est pas la même chose, mais ça nous informe sur les prochaines directions. Puis c'est beaucoup plus compliqué de mener des études chez les humains, fait que quand on le fait, on est mieux d'être informé sur ce qu'on cherche. Mais si on veut trouver quelque chose, on est mieux de mieux savoir ce qu'on cherche d'abord. Et maintenant, pour à peu près clore l'entrevue, pourquoi c'est important de faire ces études-là? Pour dire en bon québécois, qu'est-ce que ça donne, tu sais, c'est... Qu'est-ce que ça donne? Oui. Même si c'est pas des gros impacts de fou, il y a quand même beaucoup plus d'anxiété et de dépression chez les enfants de mères anxieuses et dépressives, particulièrement pendant la grossesse, mais aussi après, surtout pendant, mettons, les 5 premières années de vie. Pendant l'enfance, là, aussi juste le divorce. Mais là, il y a des études, tu sais, les premières études disaient le divorce, les enfants de divorce ont bien plus de problèmes de comportement. Ben, quand on contrôle pour la chicane, on se rend compte que le vrai coupable, c'est la chicane. C'est un peu comme l'affaire avec le poids, tu sais, on dit les bébés avec un moins grand poids qui ont plus de problèmes, ben qu'est-ce qui a causé que le bébé est né avec un moins grand poids, tu sais. Donc c'est ça, à force de continuer de faire des études, ben c'est ça la beauté. Pourquoi qu'on fait ça? Ben pour comprendre c'est qui le coupable. Donc c'est ça, par exemple, la discorde chez l'enfant. Même un enfant qui est trop jeune, tu sais, des fois on entend ça, là, mais il est trop jeune pour comprendre. Ben un bébé, un nourrisson n'est pas trop jeune pour comprendre le ton de la discussion. Bon, là, je donne déjà des sermons, là. Pourquoi c'est important tout ça? Parce que c'est évitable, parce que c'est traitable, en fait. Donc, je veux pas dire que c'est évitable au sens où, ben, soyez pas déprimés, arrêtez d'être pas joyeuses, les femmes enceintes. C'est pas ça que je veux dire, parce que c'est traitable puis qu'on veut qu'elles aillent chercher de l'aide. Puis je dis ça parce que, comme je disais au début, il y a énormément de tabous autour de la santé mentale périnatale parce que
dans notre culture, c'est perçu comme un moment tellement joyeux pour la femme. On se dit qu'elle devrait être heureuse et se sentir juste satisfaite et de vivre le meilleur moment de sa vie, tu sais, d'avoir un bébé. Puis, ben, avec les hormones, avec le stress, puis les autres aspects de la vie aussi, c'est pas que c'est pas joyeux d'avoir un bébé, mais c'est possible d'avoir des problèmes de santé mentale périnatale. Puis, c'est une femme sur 4, en fait. Donc, c'est aussi l'autre gros chiffre que je voulais amener, là, c'est une femme sur 4 a des problèmes de santé mentale pendant la grossesse ou pas longtemps après. Donc c'est vraiment pas rare. Puis c'est ça, tu sais, si ça vous est arrivé à vous, ben vous êtes vraiment pas toute seule. Puis c'est vraiment pas rare. Puis ben c'est traitable. Donc ce qu'on veut, c'est que les gens aient cherché de l'aide. Puis on commence à avoir des études sur des programmes qui sont mis en place pour donner du soutien psychologique aux femmes enceintes avant et après la grossesse aussi. Puis l'impact de ces programmes-là est vraiment intéressant, est vraiment positif. Et sur je suis pas sûre qu'on a encore des études à très très long terme, mais juste sur les premières années de développement de l'enfant, on est capable de voir les troubles de comportement, les troubles émotionnels, etc. Puis ces études-là, donc ces programmes-là ont vraiment un très gros impact. Donc c'est quelque chose qui est pas... C'est pas la fin dans le monde, c'est pas la guerre puis l'ouragan Katrina, mais c'est quelque chose qui affecte une femme sur 4, puis qu'on pourrait vraiment faire quelque chose pour l'améliorer. Je pense que c'est important de dire que, peut-être de mentionner que ces femmes-là sont pas seules, parce que souvent, quand tu as des problèmes de santé mentale, tu te sens isolé. Puis, ben oui. Juste le fait de dire comme t'es pas seul, puis il y a d'autres personnes qui sont là aussi, puis il y a de l'aide à aller chercher, déjà là, ça aide beaucoup. On vous recommande d'en parler avec d'autres mères parce que c'est ça, puis vous n'êtes pas tout seul de mère avec ça. Puis c'est le tabou sur la santé mentale est déjà intense pour tout le monde, mais sur les femmes enceintes, c'est 1000 fois pire parce que les gens s'attendent juste pas à ce qu'il y ait un problème, en fait. Des fois, les gens ont une espèce de pensée magique aussi qu'un corps de femme enceinte va comme s'auto-réguler tout seul, puis que tout va être correct pour le bien du bébé, puis... je veux dire, globalement, oui, mais il y a quand même des choses importantes qui se passent, puis il y a quand même des impacts importants, puis c'est ça, d'en parler à votre famille, d'en parler à vos conjoints, aussi dans notre société moderne, on est un peu isolés pour la grossesse, pour élever les enfants, etc. Il existe des réseaux de femmes, en fait, il y a une étude qui a été faite là-dessus, c'était super le fun, ils mettaient les femmes enceintes en contact avec d'autres, juste pour parler au téléphone. Puis ça a eu un super bel impact sur leur santé mentale, juste de pouvoir parler avec quelqu'un qui comprenait le struggle. C'est pas un super bon mot, mais qui comprenait ce qu'ils vivaient, tu sais. Donc... struggle. Il y a eu un mot comme vraiment spécifique pour ça. Il y a le combat, mais c'est pas exactement ça. Ouais. Mais donc, qui comprennent ce qu'ils vivent. Donc, c'est super important. Une chose, par contre, qui est importante, puis qui est aussi une des raisons pour lesquelles ça me fait plaisir de faire ça en ce moment, c'est s'il y a moyen de changer les choses, là je dis, tu sais, je viens de vous dire, c'est traitable, il y a moyen d'éviter tout ça. Ben oui, puis non, parce que notre système de santé est pas super bien équipé pour dealer avec la santé mentale périnatale. En fait, on n'a presque pas de dépistage de problèmes de santé mentale périnatale, et ce qu'on a au Québec maintenant, je pense que récemment, ils ont implanté un dépistage, mais les femmes qui se font dépister, souvent vont avoir accès à un psychiatre. L'enfant est déjà à la garderie, là. Non, je dis ça plus ou moins sérieusement, là, mais si c'est pendant la grossesse, par exemple, l'enfant va déjà être né, le temps que la femme ait un accès à un psychiatre. Donc, c'est un problème qu'on a dans notre système de santé au Québec en ce moment, c'est vraiment d'avoir accès à des ressources de santé mentale pour les mères. La Fondation du CHUM offre un soutien de santé mentale périnatale. Donc, si vous êtes dans les environs de Montréal, donc le Centre hospitalier universitaire de Montréal, un programme pour ça. Il faudrait vraiment que ça soit partout, là. Idéalement, il faudrait que ça soit partout. Donc, c'est sûr, mais je veux pas mettre la responsabilité sur les femmes elles-mêmes Là, le seul mot que j'ai en tête, c'est de reach out, là. Ouais. D'aller chercher de l'aide ou de demander à leur cercle social ou évidemment, parlant du cercle social, l'importance des pères. Les pères, c'est super important. Donc, toutes ces études-là ont surtout été faites sur la mère et l'enfant, notamment pour des raisons c'est difficile d'avoir
de faire des études puis d'avoir les trois. Déjà, de monopoliser un adulte puis un enfant pour remplir un paquet de questionnaires puis donner un paquet d'échantillons, c'est compliqué. Fait que souvent, les pères sont pas inclus dans les études pour des raisons financières puis pour des raisons de temps. C'est poche, mais c'est vrai. Puis, mais c'est pas vrai que les papas ont aucun rôle là-dedans puis aucun impact dans tout ça. Au contraire, la santé mentale des pères a un gros impact sur les enfants aussi. Puis il y a juste quelques études là-dessus. J'en ai vraiment pas beaucoup. Mais il y en a. Mais c'est ça, puis donc c'est important. Donc le père va contribuer une partie de sa génétique, donc juste là, une partie des vulnérabilités va venir du père, mais aussi dans le développement de l'enfant, la présence du père, puis pour le soutien à la mère, donc pour la santé mentale de la mère pendant sa grossesse, etc. Le soutien des papas est super, super important. Donc, mais c'est ça, s'il y a quelque chose qui pourrait être fait politiquement pour améliorer le système de santé globalement au Québec, ce serait vraiment bien. Mais si jamais vous êtes intéressé à participer à de la recherche ou à avoir plus de ressources, si vous êtes désespéré, vous pouvez toujours me contacter. Mais sinon, il y a la Fondation du CHUM. Puis si vous seriez intéressé à participer à de la recherche, il y a le collaboratif de recherche sur la santé mentale maternelle qui a mis, malheureusement les ressources sont en anglais, mais qui a fait un site qui s'appelle researchformoms.com. Donc, research for le chiffre 4 et moms.com. Puis là-dessus, vous pouvez vous inscrire. Il y a un blog super intéressant par la femme qui a mis ce collaboratif-là sur pied, qui parle de plein de choses de santé mentale périnatale qui pourraient être vraiment d'intérêt pour pas mal n'importe quelle femme qui serait enceinte ou qui pense l'être bientôt. C'est super intéressant. Mais ça vous donne aussi des ressources si vous voulez participer à des études qui ont lieu en cours en ce moment. On en a une en ce moment, le Montreal Antenatal Wellbeing Study. Donc, l'étude montréalaise de santé mentale, de bien-être maternel, voilà. Je suis pas sûre qu'on est encore en train de recruter, mais c'est possible, en fait. Ça a lieu en ce moment au CHUM et à Sainte-Justine. Donc, si jamais ça vous tente de participer à nous aider à mieux comprendre tout ça, puis ben ça va aider les générations futures à mieux gérer tout ça, puis à mieux minimiser les risques, etc. Researchformoms.com, c'est une super ressource. Donc, on va avoir tous ces liens-là probablement dans notre publication Facebook. Si vous nous écoutez, allez sur Facebook, Epistemia, donnez-nous un like, etc. Ça conclut pas mal notre émission. Anne-Marie, merci beaucoup d'être venue. Ça fait plaisir. Merci de m'avoir invité, Gabriel. Ça fait plaisir.